à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct de la foire gastronomique. En ce jour férié, en ce 11 novembre, le dernier week-end de la foire gastronomique s'amorce. Il ne vous reste donc plus que 3 jours, à peine 3 jours, pour venir découvrir les nombreux exposants et surtout, mais surtout, faire comme moi et vous régaler dans les allées des nombreux petits plats et des nombreuses spécialités qui ponctuent à peu près tous les stands en fait. Dans un instant, on va parler de gourmandise justement avec une nouveauté cette année pour cette 92e foire avec le concours de Pokéball. Alors nous parlerons aussi de mixologie dans un instant en accueillant un des experts du bar à cocktail Monsieur Moutarde à Dijon. Le vin est également l'invité d'honneur de cette 92e foire, vous le savez. Et donc nous irons faire un tour dans les vignes aujourd'hui avec un invité qui nous parlera de technologie et de vignes. Ce sera Airtech Solutions. Nouveauté pour cette 92e foire internationale et gastronomique de Dijon, le concours de Pokéball. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Fautré. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour, non, Aloha. Aloha. C'est ça le mot qui convient avec vous, c'est plutôt Aloha. Exactement. C'est le nom de votre restaurant. Et puis Aloha, ça fait aussi tout de suite penser à Hawaï. Oui. Et je crois que les Pokéball s'inspirent de cette cuisine hawaïenne. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ils consistent exactement ? Donc ils sont originaires d'Hawaï, comme vous venez de le dire. À la base, c'était juste des dés de poisson que les pêcheurs y préparaient avec ce qui leur restait, plutôt du thon, assaisonné avec des épices, des algues et puis servi sur du riz. Tout simple. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans les Pokéballs? Vous êtes allé à Hawaï, petit Non, vénard. moi j'ai découvert ça en Australie. Ah, c'est pas mal non plus. Du coup, à Sydney en fait, où j'ai découvert ce concept et c'est là que j'ai décidé du coup de le ramener en France. Alors, à Besançon d'abord? À Dijon. À Dijon d'abord? À Dijon, ouais, il y a 5 ans et à Besançon depuis l'année dernière. Alors, j'imagine que pour faire vos Pokéballs, il n'y a pas juste un peu de riz et... Non, exactement. Vous avez un peu enrichi le concept? On l'a enrichi, on l'a un petit peu modifié. Donc, il y a une base de riz, une base de céréales plutôt. Du riz, on met aussi du quinoa, on peut mettre ce qu'on veut. Toujours un poisson, mais on peut également faire végétarien ou à la viande. Et puis des fruits, des légumes, des graines, des assaisonnements. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit, vous, personnellement, dans le Pokéball? C'est le goût, c'est la diversité des aliments? Alors, j'aime beaucoup cette cuisine, j'aime beaucoup la cuisine japonaise. C'est un petit peu un mix entre, c'est souvent ce qu'on dit, le shirashi japonais, un peu le ceviche aussi péruvien, Et j'aime beaucoup cette cuisine et puis le côté un peu sain, c'est équilibré. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui fait un bon Pokéball? Je dirais que c'est des bons produits. Un Pokéball. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qui fait Pokéball? Je dirais les produits. Les produits? Des bons produits à la bonne maturité, avec des mangues, des ananas bien mûrs, avec un bon goût, une bonne céréale, un riz, un quinoa, et puis un bon poisson. Un saumon, un thon de bonne qualité. Et vous fournissez où justement vous pour trouver ces bons produits que vous mettez dans le restaurant Aloha? Alors nous, on se fournit chez Pomona, Métro, un petit peu partout. Un peu partout. Ouais, exactement. En fonction des produits qui sont disponibles, tel produit chez un, tel produit chez l'autre. Nouveauté cette année, sur cette 92e foire, un premier concours de Pokéball. Alors, d'où est venue l'idée? Racontez-nous comment on retrouve le ou la Pokéball sur ce concours sur la foire. Donc, premier concours de Pokéball aujourd'hui, du coup à 14h. Donc, c'est un concours non professionnel. Donc, c'est des amateurs qui viennent, Je pourrais tenter le coup, quoi. Exactement. Ok. Vous avez 1h30 pour préparer un Pokéball. Nous, on vous impose juste la protéine, donc qui est de la truite, donc qui est fournie par Pomona, de la truite locale. Okay. Donc, vous travaillez comme vous voulez. Et une céréale, qui compose donc la base. Ça peut être du riz, ça peut être du quinoa, du boulgour, ce que vous voulez, du riz sauvage, des lentilles. Et après, c'est à vous de faire. Vous ramenez vos produits, vos assaisonnements, vous composez, vous avez 1h30. Et puis après, on a un barème de 100 points, on juge et voilà. Combien de personnes sont attendues? 6 aujourd'hui. 6 candidats? Ouais. Alors, ils ont préparé leur recette en avance? Exactement. Ils sont prévenus depuis combien de temps? Ils sont prévenus depuis 1 mois. Ah voilà, donc ça fait à peu près 1 mois quand même qu'ils savent qu'ils ont été sélectionnés pour le concours. Voilà. Comment ils ont été sélectionnés du coup? C'est avec Congrès Expo, c'était les premiers arrivés, premiers servis, parce qu'on a eu beaucoup de demandes et du coup ça s'est fait comme ça. Donc vous allez être seul juge? On est 5. Ah. 5 juges. Qui sont les autres juges? Alors, il y a un membre de Congrès Expo, il y a l'amicale des cuisiniers de Forcément. de Côte d'Or avec qui on organise le concours.
moi-même, Ouais. un collègue à moi, voilà, un petit peu le Donc tour. voilà, des cuisiniers, des experts et Exactement. des experts du Pokéball comme vous, notamment. C'est ce qu'on va dire. On va dire ça. Vous avez dit il y aura 100 points, je crois, Oui. qui vont être attribués. Alors, il y a quoi parmi les critères? Alors parmi les critères, ça va être la présentation de l'assiette, ce qui est très important dans un poké. C'est sympa si c'est joli. Exactement, c'est un plat très visuel en plus avec beaucoup de couleurs. Donc la note esthétique. Voilà, Ok. exactement. Il va y avoir la cuisson de la céréale, il va y avoir l'assaisonnement, il va y avoir l'harmonie. Est-ce qu'il y a un peu de sucré, un peu de salé, de l'amer, de l'acide? Est-ce qu'on retrouve On doit retrouver toutes ces notions justement, salé, sucré, amer, acide. On peut, moi j'aime beaucoup le sucré salé, donc je trouve Ouais. que c'est important de le retrouver. Voilà, un petit peu d'acidité, pareil. C'est vraiment donc esthétique, goût, harmonie des Voilà, produits. harmonie, un petit peu cuisson, voilà. Et puis voilà, après c'est un concours amateur, donc on va pas être trop sévère. Le coup de cœur aussi, j'imagine. Exactement, oui, oui. Est-ce que vous allez être vigilant aussi sur la préparation? Est-ce que vous allez jeter un petit coup d'œil sur toute la préparation? Il y a des points qui vont être consacrés à Je ça? ne sais plus si on a mis des points, mais oui, on va jeter un coup d'œil. Voilà, tout ce qui est découpe, tous les candidats doivent préparer sur place. Ouais. Ils ne peuvent pas venir avec leurs ingrédients déjà coupés. Voilà. Ok. Donc ils doivent tout couper. On va regarder un petit peu la propreté aussi des plans de travail. Est-ce que voilà, on va essayer de. Et alors, qui va manger tout ça après? Eh ben nous. Petit gourmand. Petit gourmand que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a à la clé pour le gagnant? Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Je crois qu'il y a un chèque de 200 €, un bon cadeau aux Galeries Lafayette. Il y a un bon pour venir manger à Aloha, à Dijon, voilà. Et puis d'autres petits cadeaux. Et les deuxième et troisième prix également ont des lots. Des petits lots. Ok. Exactement. Donc ça vaut le coup de tenter sa chance. Bah ouais. On espère du coup qu'il y aura de nouveau les Pokéballs l'an prochain. Normalement, oui. Un autre On croise les doigts. On croise les doigts. Un autre concours de Pokéball. Merci à vous, Monsieur Fautré. Alors du coup, régalez-vous. Merci parce qu'en fait, beaucoup. vous bossez pas aujourd'hui. Un petit peu. Un petit peu quand même. Vous allez plutôt déguster que préparer aujourd'hui. Voilà, Ça on vous va dire change. ça. Voilà. Ça vous change un peu. Eh bien, écoutez, merci à vous, Monsieur Fautré. On vous souhaite donc bon concours et bonne dégustation. Nous, on viendra jeter un petit coup d'œil sur Avec plaisir, il sur faut. ce concours. Et puis, écoutez, en attendant, je vous propose qu'on aille faire un petit tour en cuisine. À côté des bons petits plats que les chefs nous préparent en cuisine et dont nous avons parlé tout au long de cette quinzaine de la foire, il y a un autre savoir-faire qui peut s'exécuter également en cuisine, mais cette fois, plutôt que derrière les fourneaux, on passe derrière le bar, c'est la mixologie. La mixologie, c'est l'art des boissons et de la création du cocktail. À Dijon, un bar en a fait sa spécialité, c'est, peut-être le connaissez-vous, Monsieur Moutarde. Pour parler de cet art subtil de la mixologie, j'ai le plaisir de recevoir Colin Lac. Bonjour Colin. Bonjour. Vous êtes barman chez Monsieur Moutarde. Ouais. Est-ce que vous allez dans un instant nous faire une démonstration? Et je crois que je vais me régaler dans un instant avec une petite dégustation de mixologie. Avant de nous dire ce que vous allez nous préparer, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a conduit à devenir barman? C'est beaucoup de choses et sans trop savoir exactement à la fois. C'est compliqué de pointer quelque chose de précis. C'est eu des envies qui viennent aussi de mon enfance, je pense, parce que j'ai grandi dans un restaurant. J'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec tout ça, personnellement. Moi, je me destinais à l'enseignement, parce que j'ai fait un petit peu, et après quelques temps dedans, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Et donc voilà, pour ne pas rien faire, je suis retourné vers la restauration parce que j'avais aidé mes parents toute mon enfance et mon adolescence. Et en faisant du service, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien de passer derrière le bar et de fil en aiguille. Donc voilà, on arrive à comprendre ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse et on se retrouve du coup derrière un bar à faire des cocktails par centaines tous les soirs. Donc voilà. Alors justement, des cocktails par centaines, c'est aussi des recettes presque par centaines. Comment est-ce que vous avez appris ces différents cocktails, ces différentes recettes? Puisque comme en cuisine, c'est vraiment une recette. C'est ça, ça devient des automatismes. Comme je ne sais pas si vous demandez à un chef de faire une omelette ou une béchamel, il ne va pas ressortir son livre de cuisine pour vous la faire. Il y a une base assez fondamentale quand on parle de cocktails de mixologie, ça va être les grands classiques. Et ce sont des centaines de recettes de cocktails qui remontent à des dizaines d'années, voire des siècles derrière nous, qui sont, enfin des siècles, un siècle ou plus, parce que ça c'est pas si vieux que ça. Mais vous aviez du coup beaucoup de recettes qui sont en fait une source de structure, de schéma
dans lesquels on peut piocher en substituant certains ingrédients par d'autres et du coup transformer, s'approprier ou bien voilà. Donc c'est vrai que ça va être la base sur laquelle on se fonde, c'est connaître ces grands classiques comme un chef qui ne sait pas faire une omelette, il n'a rien à faire dans une cuisine. Et alors c'est quoi le grand classique dans un bar? Alors là, dans un bar, ça va dépendre où vous êtes, clairement. Alors si vous êtes à Dijon alors à Dijon, on est dans une ville qui, il y a eu une renaissance cocktail il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant. Ça a commencé principalement aux États-Unis, mais un petit peu à Londres aussi. Et c'est quelque chose qui se diffuse petit à petit, un peu comme les modes, les tendances de manière générale. Et en France, ça arrive toujours, dans n'importe quel pays, ça va arriver par la capitale et ensuite ça se diffuse dans d'autres grandes villes, puis dans les villes un petit peu plus petites. Et Dijon, on en est encore un petit peu au balbutiement quand même. Quand on est arrivé chez Monsieur Moutarde il y a 4 ans et demi, quand on a ouvert, le cocktail à Dijon était encore, c'était encore dans la phase précédente, ce qu'on appelle aussi parfois l'âge sombre des cocktails, où si vous regardez le film avec Tom Cruise, où c'est beaucoup de choses mélangées sans trop y faire attention. Et on prend le shaker et hop, et je check. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est des périodes qui ont été ça a été des choses que des gens ont appréciées. Il y a encore des cocktails qui ont été inventés à cette période-là, qu'on fait encore maintenant. Et c'était sans doute très sympa de faire la fête à cette époque-là, dans les années 90. Personnellement, j'en ai pas profité. J'étais pas encore assez Vous étiez un peu plus jeune. Voilà. Mais alors du coup, vous détournez la question, quel est l'incontournable à Dijon? Et du coup, pour en venir à ça, l'incontournable à Dijon, ce qu'on va faire le plus, nous, ça reste les cocktails qu'on met à la carte nos créations. Alors après, l'incontournable à Dijon, ce serait l'incontournable en France de manière générale. Je pense que le Mojito, ce genre de choses-là, c'est l'Aperol Spritz, ce sont les cocktails les plus vendus en France et au monde d'ailleurs. Donc ça reste ceci les incontournables. Après, chez nous, là, sur cette saison, sur cette carte, c'est un cocktail qui est à base de tequila, de jus de raisin chardonnay qu'on infuse avec de la baie rose, de la menthe fraîche et de la liqueur de fleurs de sureau. À consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr, oui. Forcément. Combien de cocktails vous connaissez à peu près? C'est dur à dire. Les classiques, des centaines, je me suis jamais j'imagine. amusé à compter. Oui, beaucoup. Mais beaucoup, voilà, peut-être des centaines. Alors pas 500 recettes comme ça, mais la chose intéressante, comme je vous le disais, c'est que les classiques, ça va souvent être des structures qui se répètent. Et vous allez connaître, si vous connaissez un classique, vous allez en connaître 10 autres. D'accord. Parce que vous allez connaître la structure. Et voilà, par exemple, à Manhattan, vous allez avoir une base de rye ou de bourbon, mais rye traditionnellement, avec du vermouth rouge et un bitter aromatique. Si vous prenez un Green Point, c'est la même chose, sauf que vous coupez le vermouth en deux et vous ajoutez un peu de chartreuse jaune. Donc vous connaissez la structure, vous savez que le Green Point, il y a de la chartreuse jaune à la place du vermouth, vous savez le refaire aussi. Donc il n'y a pas besoin de connaître, de se dire ok celui-là il faut que ce soit tant de chaque ingrédient. Bon, après ça fait beaucoup de choses à apprendre, mais c'est aussi notre métier, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que tout le monde ne fait pas ça chez soi non plus. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui fait un bon cocktail? Un bon cocktail, c'est une question d'équilibre. Clairement, si vous allez avoir un cocktail qui va être trop sucré ou trop acide ou trop dilué ou trop fort ou trop amer, c'est un cocktail qui ne va pas être agréable à boire sur la longueur. Le point central du cocktail, ça va être l'équilibre, mais ce qui fait un bon cocktail, c'est pas uniquement ce qu'il y a dans le verre, c'est l'ensemble. C'est l'endroit où vous le buvez, les gens avec qui vous le buvez, l'ambiance, etc. Donc ce qui fait un bon cocktail, c'est un tout. C'est comme, on peut faire souvent l'analogie avec des restaurants, avec la cuisine, avec la pâtisserie particulièrement, mais dans un restaurant, vous pouvez avoir une excellente assiette devant vous. Si vous êtes avec des gens que vous n'appréciez pas, dans une ambiance qui est lugubre, clairement, le plat ne sera pas aussi bon qu'il aurait pu l'être. C'est le même principe pour les cocktails. Et alors, est-ce que, j'imagine que notamment chez Monsieur Moutarde, on l'a dit, c'est une des spécialités, le cocktail, c'est vraiment pour ça qu'on va chez Monsieur Moutarde. Est-ce que, ou pour son brunch quand même aussi, le dimanche matin, est-ce que vous inventez régulièrement de nouveaux cocktails? Vous savez, il y a une carte. Comment vous faites pour les inventer, ces nouveaux cocktails? Vous en discutez entre vous? Vous faites des tests? Moi, je vais être chef de bar, donc je vais chapeauter un petit peu l'ensemble des barman pour diriger la création, on va dire. On fait 2 cartes par an.
Sur chaque carte, on va avoir 8 cocktails dont on va créer la recette. À côté, on propose 4 suggestions de classiques et 4 cocktails sans alcool. Okay. Les classiques, on va toujours chercher des classiques un peu moins connus du grand public pour diriger justement vers des choses, pour ouvrir un petit peu les gens qui ne connaissent pas trop vers d'autres choses que le Mojito, la Pearl Spritz, Mais je peux etc. quand même commander un Mojito si je viens. Absolument. En fait, après, on n'est pas trop mal équipé. On a plus de 300 références de spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non d'ailleurs. Et à partir de ça, on est quand même en mesure de faire n'importe quel classique, dont les grands classiques, Mojito, etc. Donc sans aucun problème, mais c'est pas ce qu'on met le plus en avant. Non. Après, on va les faire sans aucun problème. Non, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer, de tester, ça. de Oui, déguster après, si autre quelqu'un chose. vient et a envie de boire une caipirinha ou je ne sais quel autre classique, on va pas dire non, on ne fait pas ça, ce n'est pas à la carte. Oui. Le but, c'est que les gens viennent passer un bon moment. Nous, on aime mettre en valeur des choses qui changent, mais si des gens ont envie de rester dans leur petit confort de ce qu'ils aiment, on ne va pas leur reprocher ça, quoi. Et quand vous testez, vous essayez de nouveaux cocktails, il y a des loupés des fois? Ouais, vous dites ah non, là c'est vraiment pas bon. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on fait une carte sur laquelle on travaille en amont et qu'on va justement essayer de bien peaufiner les détails et de trouver le bon équilibre, justement. C'est là que c'est important. Et donc comment est-ce qu'on va travailler? C'est avec les différents barman, on va toujours s'imposer un thème et ensuite à partir de ce thème, on va partir sur des bases d'ingrédients en se disant bon là on travaille sur la saisonnalité quand même de préférence, c'est toujours mieux. Et à partir de là, essayer de travailler dans le sens, on fait souvent une carte printemps-été, une carte automne-hiver, et on va travailler dans ces sens-là. Donc là, on a la carte automne-hiver qui est en route et qui est forcément sur des choses qui sont plus hivernales, plus chaleureuses, etc. Et en été, c'est plus désaltérant, frais, léger. Alors là, vous êtes aujourd'hui sur la foire gastronomique. Oui. Vous allez nous faire une démonstration tout à l'heure de mixologie. Ouais. Alors ça sera pour tout à l'heure, mais moi j'ai le droit, je suis privilégiée, j'ai le droit à ma démonstration. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous allez préparer? Puisque je crois que vous allez refaire le même cocktail tout à l'heure. Ce que je vais vous montrer là. Alors dites-moi de quoi il s'agit. C'est un cocktail qu'on a appelé la dernière graine. La dernière graine, voilà. Ok. Prometteur. Voilà, exactement. Alors pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que là c'est un cocktail qui est basé sur une structure existante et qu'on a adapté à la Bourgogne, on va dire. Okay. Donc il y a un cocktail qui s'appelle The Last Word, qui est un cocktail... Pas mal non plus. Voilà, ouais, c'est ça. Un classique de la prohibition, qui est composé normalement de gin, de chartreuse verte, de liqueur de marasquin et de citron vert. Alors 3 de ces ingrédients, on ne trouve pas ça en Bourgogne. Le gin, on en trouve en Bourgogne, donc nous on utilise le gin Sapt, donc le dernier alambic ambulant actuellement en Bourgogne. Okay. Donc Mat Sabag qui nous fait ça. Un alambic ambulant. Voilà, c'est ça. Donc à l'époque, et surtout en Bourgogne, mais un petit peu partout en France, vous aviez des distillateurs qui voyageaient de ferme en ferme, en Bourgogne, de vigneron en vigneron, pour distiller les eaux de vie, parce que c'est quelque chose qui est très réglementé en France et qui n'est autorisé à faire que pour quelques personnes. Et du coup, ces distillateurs ambulants faisaient les eaux de vie à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup moins courant, ces gens qui se promènent avec leur camion qui ont un alambic à l'intérieur. Et donc Mat Sabag, il a son camion avec 2 alambics à l'intérieur. Et il va voir les vignerons, il distille principalement des mares, des fines de Bourgogne. Okay. Mais il fait aussi un gin et quelques autres produits aussi qui sont très sympas. Et donc ce gin qui est basé justement sur des distillats de mares et de fines. Okay. Et ensuite avec des macérations. Et alors après, on a à côté d'autres ingrédients plus locaux. Exactement. Alors qui sont aussi locaux. Ça va être fait à Beaune. Ouais. On se rapproche de Dijon avec la liqueur de verveine qu'on a là, qui va remplacer du coup la chartreuse verte dans le cocktail. Donc là, on utilise une liqueur de verveine qui est faite à Marsanais, donc par la distillerie Mazy. Donc Julie qui a pareil un tout petit alambic. Elle, c'est vraiment quelque chose de très petit, mais justement qui a tout un charme artisanal. À ça. Absolument. Et qui est une liqueur de verveine qui a une superbe fraîcheur et très végétale forcément. Et puis ce côté verveine très, très agréable, c'est que souvent les clients avant de partir pensent à une petite verveine et au lit. mais donc voilà, c'est un produit qu'on apprécie particulièrement.
Et ensuite, du coup, pour les 2 derniers ingrédients, donc de la liqueur de marasquin. Les marasquins, c'est une cerise qui ne pousse que dans certaines parties de l'Europe. Et en Bourgogne, on ne va pas en avoir. Et de toute façon, c'est quelque chose qui nous ne nous intéressait pas dans le cocktail. On vous laisse l'approprier. Donc, on a fait une liqueur de graines de moutarde. Donc ça, c'est chez nous qu'on va faire ça. Donc, on fait une macération dans chez vous, enfin, vous la faites vous-même? Oui, on la fait nous-mêmes. Ouais. Ok. Il va y avoir une marque, un liquoriste local Boutier qui va en faire, mais on l'a fait aussi nous-mêmes parce que c'est plus donc, d'une rentable liqueur aussi. de graines de moutarde. Voilà, donc on utilise alors là, c'est du local, c'est local. Alors là, de toute façon, chaque carte de cocktail, on va avoir un des cocktails création ouais. où on intègre de la moutarde. Ok. Et d'une manière ou en d'une même autre. temps, chez Monsieur Moutarde. C'est pour ça aussi. C'est même pas étonnant. C'est pas on met une cuillère de condiment dans le shaker, oui. quoique ça peut être faisable, mais nous du coup on va travailler la moutarde, l'ingrédient brut. Ouais, pour le travailler vraiment autrement. Donc là on a fait cette liqueur. Sur la carte qu'on a actuellement, on fait ce qu'on appelle un fat wash. Donc si on traduit littéralement, c'est on rince un corps gras avec de l'alcool. Donc on utilise un aquavit dans lequel on met de l'huile de moutarde. Ensuite, pour en infuser la saveur, etc. On utilise plein de petites techniques justement pour extraire des saveurs de la graine. Et donc là, c'est une macération de graines de moutarde de Bourgogne. Et on termine avec un gamay rosé. Et un gamay rosé, donc du jus de raisin gamay, un cépage bourguignon malgré tout. Il n'y a pas que le pinot noir, il y a 2 cépages rouges en Bourgogne. Et qu'on va acidifier, dans le sens où on va y ajouter des acides maliques et tartriques qui sont naturellement présents dans le raisin pour en réduire le pH, du coup le rendre plus acide, et ce qui va faire substitut au citron vert. Je vais vous demander, Colin, allez-y, allez-y, montrez-nous comment on fait ce cocktail. On fait comme on peut sur ce genre d'espace. Mais... Alors forcément, mais justement, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut chez lui faire ce cocktail? Alors ce cocktail, oui, mais après il faut faire preuve de beaucoup de volonté. Parce que faire la liqueur de graines de moutarde, il y a des ingrédients maison qui ne sont pas compliqués à faire en soi, mais qui vont tout de même être un petit peu... quand on est chez soi, on n'a pas forcément envie de trop s'embêter à faire ce genre de choses, mais bon. En tout cas, d'autres cocktails plus simples, la mixologie, on peut chez soi. C'est très accessible, même sans au final tous les jolis outils là que j'ai ne sont pas forcément nécessaires. C'est quelque chose qui... un shaker, vous pouvez le substituer avec un bocal parfait sans souci. Pour vous le remuer comme vous remueriez le shaker. Ce que je vais utiliser là, un petit jigger, vous pouvez prendre un petit verre pour mesurer. C'est tout à fait possible. On peut adapter quoi. C'est ça. Après, effectivement, les outils adaptés permettent on bat mieux des œufs avec un fouet qu'avec une fourchette. Oui, mais on peut le faire. On peut le faire, sans problème. Mais c'est ok. Techniquement, on voudrait refroidir les verres. On va aller jusqu'au bout. Parce que le but, c'est on fait plein d'analogies avec la cuisine dans cette émission. Je suppose que c'est approprié. Oui. Quand vous allez commander un plat chaud, on va vous mettre l'assiette au chaud avant de vous le servir. Et vous allez boire un cocktail froid, on vous refroidit le verre avant tout. Donc c'est des petites étapes qui font que le cocktail va être un poil plus... Ça contribue à la saveur et j'imagine au goût du cocktail à la saveur non, mais juste à l'expérience, dans le sens où votre cocktail va rester plus froid plus longtemps, tout simplement. Ok. Alors, donc on va commencer. Alors c'est un cocktail qui est très facile parce que c'est par égal. Donc on va commencer avec 4 centilitres, donc 2 centilitres par cocktail de gin. Ok. De chez Matsabag. Ok. Ensuite, la même chose, 2 centilitres par cocktail de la liqueur de verveine. Oui, donc c'est vrai que c'est facile, c'est les mêmes doses pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et le last word, c'est facile, c'est par égal des 4 ingrédients que je vous ai donnés. Et on voit quand même le pro qui sait tenir les... le fait de faire des cocktails tous les soirs, à force, bouchon bien sur le côté de la bouteille, des petits réflexes. On sent le réflexe. C'est plus facile qu'après de le poser là. Oui, c'est vrai. Non, mais on voit que le pro, il prend le bouchon entre les doigts. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Le petit geste qui va bien. Oui, on sent qu'effectivement, que moi, naïvement, j'aurais posé mon bouchon à côté. Certes, mais si vous faites 100 cocktails tous les soirs, à force, vous verrez que vous prendrez des petits réflexes tout aussi... donc j'imagine 2 centilitres par cocktail. Exactement, donc 2 centilitres par cocktail de chacun des ingrédients que je vous ai présentés juste avant. Et un autre ingrédient dont on n'a pas parlé. Alors ça, c'est des petits cassis à l'alcool qui vont nous servir en décoration. Pour un last word, vous allez normalement laisser au fond du verre une cerise à l'alcool. Une cerise marasquin, exactement. Et là, donc là, pour adapter... Non, là, c'est juste les cassis qui sont à l'intérieur
qu'on va mettre dans le verre à la fin en petite décoration. D'accord. Alors un autre ingrédient très important dans les cocktails, c'est la glace. Alors dans des situations qui sont comme celle dans laquelle on est actuellement, c'est pas toujours évident. C'est là, facile. on va avoir des glaçons. Si et on vous remercie d'ailleurs, Colin, de vous adapter. On s'adapte. Comme vous voyez, c'est un glaçon qui est un peu creux. Ouais. Et du coup, quand on va shaker, ça va être un petit peu... Oups, la table. Ils vont très vite. Je vais vous parler après peut-être. Alors le fameux geste Je vais shaker très peu parce que c'est des glaçons qui vont très vite se casser, se briser et qui ont une beaucoup plus grande surface de contact avec le cocktail. Ça va refroidir plus vite, ça va diluer plus vite. Donc c'est pas forcément trop adapté. Il aurait mieux valu des glaçons cubes, non justement des glaçons cubes pleins, solides, plus denses et plus résistants pour avoir une meilleure émulsion, pour avoir une dilution qu'on peut contrôler plus et shaker un petit peu plus longtemps. Là, si shaker aussi longtemps qu'on le fait comme chez nous avec les glaçons qu'on va avoir, ça aurait été un peu problématique parce qu'on aurait eu trop d'eau dans le cocktail. Mais voilà, pour en venir à un petit détail, les glaçons sont vos amis. C'est vrai qu'on a parfois des gens qui sont un petit peu, qui se disent il y a beaucoup de glaçons dans mon verre, mais plus vous allez avoir de glace dans votre grand verre, plus le verre restera frais longtemps et moins ça va se diluer trop vite, donc meilleur ce sera sur la longueur. D'accord. Donc là, le cocktail est quasiment prêt déjà. Exactement, c'est assez rapide. Il manque juste le petit détail. Voilà, on va mettre 3 petits cassis à l'alcool dans le fond. Donc les 3 petits cassis. Exactement. Hop. Et voilà. Et tout l'art subtil de la mixologie vient de se Tout, dévoiler. non, mais une partie de l'art parce subtil. Que ça ne se résume pas qu'à si peu. Et, hop, et après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Écoutez, merci. Je vais trinquer avec vous, Colin. Oui. Merci à vous. Voilà, la dernière moi, je dis, voilà, merci. Écoutez, moi, je me dis, les émissions comme ça, c'est plutôt sympa. Je vais goûter, forcément. C'est délicieux. Sans surprise, en même temps. En même temps, sans surprise, c'est délicieux. Du coup, on va passer à la rubrique d'après. Moi, je vais finir mon verre tranquillement. Merci beaucoup à vous, Colin, pour cette démonstration, ces explications. En attendant de se régaler les papilles en venant chez M. Moutard, je rappelle que, écoutez, Colin sera aujourd'hui en démonstration aussi à la foire gastronomique. Ce sera ma collègue on se retrouve dans un instant. On va parler de vin. Alors là, je commence avec le cocktail et j'enchaînerai avec le vin. À tout de suite. Avoir un bon vin à table, ça demande aussi d'avoir une vigne en bonne santé et une cave à la hauteur des attentes. À Beaune, Airtech Solutions multiplie les offres pour accompagner les vignerons. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Arnaud Roussac, le dirigeant. Bonjour M. Roussac. Alors on va parler justement donc, de vin, puisque le vin est l'invité d'honneur de cette 92e édition. Mais plus que de vin, on va être un peu plus en amont avec vous pour parler des vignes et puis de cette préparation du vin, de toute la période de vinification. Quel type de produits, quel service vous apportez du coup aux vignerons pour qu'à l'arrivée on ait un bon vin sur la table? Nous, notre activité sur la partie, on va dire, production du vin, c'est principalement centré sur le contrôle de température lors des fermentations et des vinifications. C'est important, j'imagine, on ne fait pas n'importe quoi. C'est primordial parce que ça permet de choisir des couleurs, des arômes, de faire des fermentations différentes en fonction du but recherché, un vin qui se consomme plus rapidement, quelque chose plus en garde, plus de couleurs, plus d'arômes fruités, sucrés. Et aujourd'hui, on arrive à des taux de précision qui sont demandés par les clients de 2-3 degrés. Donc sur une fermentation de vin, ça devient très précis aujourd'hui. Alors donc ce sont du coup les vignerons, les viticulteurs qui se tournent vers vous pour équiper les caves du coup? Alors équiper les cuveries plutôt, les cuves, c'est-à-dire que nous, nos matériels, ils se montent sur les cuves et en fait on vient gérer la température du vin à l'intérieur de la cuve automatiquement, soit en chaud ou en froid, selon les besoins. Parce qu'il y a plusieurs phases qui sont vraiment différentes en plus d'une zone à l'autre, même sur la Bourgogne, où les gens vont commencer par du froid très intense, après réchauffer, après finir voire des fois assez chaud, plus qu'on imagine, aux alentours des 40, des fois 40, 60 degrés. Ah oui, pour le vin, on va le mettre... Pour extraire de la couleur, par exemple. Ok. Ah oui, j'aurais pas cru qu'on pouvait monter le vin jusqu'à 40... Si, 40 degrés pour aller dans certaines appellations, dans certains... Comme lesquels, par exemple? Ça dépend des viticulteurs, de ce qu'ils veulent faire. En fait, il y a sur les vins rouges, exclusivement, mais voilà, ça existe. Ça nécessite une montée des fonds de température élevés si le viticulteur trouve que son vin n'est pas assez rouge ou qu'il veut aller sortir de la couleur de la peau du raisin.
Sur du vin blanc, on a les mêmes problématiques? Alors sur les vins blancs, c'est pas les mêmes problématiques parce qu'on joue moins sur les extraits parce que le vin est pressé. Par contre, on va gérer plus le froid pour contrôler les fermentations, soit pour les freiner, parce qu'il peut y avoir un emballement de la fermentation, ou lui donner une courbe en fonction de ce que veut le vinificateur pour aller sortir les arômes, ou bien s'assurer que la consommation de sucre est totale. Parce que des fois, les levures qui font le vin peuvent s'arrêter au milieu pour X raisons, soit trop chaud, soit trop froid, et nous on peut les relancer, ou les contrôler, ou les arrêter, ou les temporiser un petit peu comme on cadrerait un... Là encore, juste avec la température. En fait, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la température, et on a développé des systèmes électroniques qui gèrent tout ça en temps réel et en instantané. Et qu'on peut on peut en équiper n'importe quelle cuverie? Ah oui, quasi tout. Oui, Quasi c'est tout. adapté à toutes les cuves et cuveries aujourd'hui en Bourgogne. Ouais. Alors moi j'ai rencontré votre entreprise il y a quelques temps, mais pour un autre aspect de sa technologie, c'est dans les vignes cette fois. Oui. Parce que, alors on le sait, les vignerons ont souffert de périodes de gel à répétition. Les dernières années ont été très très difficiles, notamment en Bourgogne pour les viticulteurs. Et vous intervenez en protégeant, je crois, la vigne. Oui, en fait, on a développé des systèmes anti-gel, protection contre le gel des vignes. Alors, on a plusieurs technologies, des plus connues et d'autres plus innovantes. En gros, le principe, c'est de venir protéger le gel lors des gels de printemps, c'est-à-dire pas en plein hiver, c'est quelques nuits par an, pour venir protéger le bourgeon, qui ne vienne pas geler au moment où les bourgeons éclosent un peu trop tôt, et qu'il y a une nuit à -3, -4 qui peut se produire, et là ça tue le bourgeon, et du coup il n'y a pas de fleurs, donc pas de fruits. Il y a eu, je crois, alors, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête de la perte qu'il y a eu chez les viticulteurs. Aussi, l'année dernière, selon les régions, c'était de 80 à 100, enfin il y a eu de 50, on va dire, à 100% selon les régions. Tout le monde a été touché. Oui, voilà. Ah oui, tout le monde a été touché. Alors, et donc c'est peut-être de ces situations qu'est né le projet de vouloir aider les vignerons. Il est né d'une demande déjà de nos clients, parce qu'ils cherchent des systèmes de protection, parce qu'on parle de la culture, mais ça, c'est pas que c'est tout un système qui tombe, parce qu'il y a la production, il y a la commercialisation, parce que aussi les clients se retrouvent sans produit, et puis ça dure sur un an, c'est pas juste un épiphénomène. Donc là, mettons par exemple sur 2021, il y aura moins de bouteilles disponibles à la vente cette année, parce qu'il y a eu un gel il y a 12 mois quelque part. Ok, donc oui, forcément ça a un impact eux sur leur... Et le prix, et surtout... et les quantités. Et alors, c'est une soufflerie que vous Alors amenez? on a deux systèmes, soit on a des types fils chauffants électriques en fait, qui vont venir maintenir la plante hors gel, on va dire. Ouais, à 0, ou 2-3 degrés. 1, 2, 3. Ouais, guère plus. Mais ça peut suffire. Le but c'est d'être au-dessus de 0 en fait. Okay. C'est vraiment hors gel, comme porte son nom, c'est de ne pas venir geler. Et après on a développé d'autres systèmes pour d'autres cépages, d'autres usages qui sont encore en cours de vraiment d'évoluer. C'est de souffler de l'air chaud pour justement s'adapter au mieux à certains types de taille ou typologie de vignes qui peuvent être dépendants de la Bourgogne ou dans d'autres régions viticoles. Alors qu'est-ce que ça va apporter? Quel est le gain que peuvent en tirer les viticulteurs? Le gain, c'est de ne pas perdre la récolte. Et on peut en protéger jusqu'à 100% du coup? Alors garantir 100%, on ne le saura jamais parce qu'on est dans une nature, dans un environnement extérieur. Donc il suffit qu'il y ait froid, plus vent, plus humidité, ça fait peut-être beaucoup de paramètres. Mais au pire, ça limitera les dégâts. C'est-à-dire c'est un peu comme une ceinture de sécurité. Ça n'enlèvera pas le risque d'avoir un accident, mais ça peut éliminer beaucoup de dégâts. Et parce que j'imagine que vos systèmes, s'il fait -20, ça va peut-être pas être suffisant pour le coup? Non, mais s'il fait -20 en avril... C'est quand même un vrai dérèglement. Voilà, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Non, ce qu'il faut imaginer, que c'est quand même pour les gels d'avril. Hein. Oui, c'est pas les gels de janvier, donc, février. c'est vraiment juste avant les seins de glace. Hein. Donc normalement, si on commence à avoir -20 cette période-là de l'année, c'est qu'on a un vrai problème. Voilà. On en a déjà quelques-uns, mais là, ce serait vraiment catastrophique. Ça peut être encore plus compliqué. S'il fait 40 l'été et -20 en avril, ça devient difficile. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Roussac, pour ces précisions. Donc, on l'a vu, effectivement, le vin, on le savoure à table, mais pour pouvoir le savourer, le déguster, il faut effectivement donc tous les outils que vous mettez à disposition en amont pour l'élever et le protéger ces vignes que l'on aime tant. Merci à vous. Avant de nous quitter, je vous propose d'aller découvrir un autre endroit où on va parler de vin, c'est la table de Lucullus, puisque pour ces derniers jours, le vin est à l'honneur sur la table de Lucullus et grâce aux images de nos reporters tout-terrain, Amandine Ibled et David Meuniot qui sont allés dans l'allée.
Il est temps pour nous de vous laisser profiter de la foire en venant, comme moi, vous balader dans les allées. Venez sillonner, rencontrer les producteurs, vous régaler. On vous attend. Et moi, sinon, je vous dis à demain.